Donc voilà, il y a au moins trois gros sujets à traiter qu'on va essayer de combiner rapidement. C'est genre pour faire les news du dernier jour de l'année numéro 22, qui a été décrite comme, par lui là, Larry Johnson, que j'adore, décrite comme, en gros, où est-ce qu'il a mis ça? L'année 22 sera enregistrée par les historiens du futur comme le moment décisif où la Russie a pris la pilule rouge et s'est réveillée de son illusion qu'elle pouvait être un partenaire de l'Occident. Et ça, c'est le gros moment. C'est vraiment le truc à retenir principalement. Larry Johnson, c'est un vrai génie de la formulation et des idées neuves. C'est lui qui fait des analyses et qui sort des idées neuves. Et extrêmement impressionnant souvent. Et donc c'est pour ça qu'on a cette catégorie d'articles qui s'appelle The Great Shift, le grand changement. On a commencé, c'était ça, hein, vraiment l'énorme bouleversement de 2022. Dès le départ, on a compris qu'on était parti sur un schisme mondial, une division du monde en deux parties. Mais c'est pas vraiment une division du monde, en fait, c'est la naissance d'un nouveau système et la mort d'un ancien système. Et on a pu constater tout au long de l'année 2022 que les rats fuient le navire et partent avec la caisse. C'est pourquoi l'ancien système est corrompu jusqu'à la moelle et que autant que possible on privatise, on ruine, on augmente les prix, l'inflation. Il y a des arnaques partout, l'argent qui est envoyé à droite n'arrive jamais à destination, etc. Tout le monde part avec la caisse, la grande débandade, c'est ça qui se passe avec l'Occident collectif, le fameux. Donc parmi les trois gros sujets qu'on a, il y avait celui-là que j'avais sauté, parce que je ne vais pas retrouver l'article précisément la dernière fois. L'hypersonique entre dans la dissuasion, il y a un truc à dire intéressant, il va falloir comprendre le système. Le deuxième sujet, c'est nous avons patienté, 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 rappelle Poutine à propos des accords de Minsk. Donc ça, c'est l'épisode de Merkel qui fait ses aveux, aveux qui vont donc faire partie de l'histoire aussi, parce que c'est phénoménal. Et puis un dernier moment, on va essayer de faire un petit tour pour étudier Monsieur Medvedev, que nous avions presque oublié pendant quelques temps. On l'avait accusé d'être un occidentaliste caché, peut-être quelqu'un qui tourne pour l'Occident. Mais bon, depuis le début de la guerre, il a pris parti, et je crois qu'il y a l'honnêteté de ses remarques, la franchise, la dureté. Et vraiment, la dureté, elle est toute nouvelle chez lui, hein. Ça a toujours été quelqu'un de très méthodique, un très bon étudiant, qui fait très discipliné, qui fait des articles qui composent tous le même nombre de lignes par paragraphe. C'est super structuré, c'est extrêmement... Voilà, c'est d'un très haut niveau en fait. Et là, maintenant, depuis la guerre, on a vu un peu un nouveau visage chez lui, le visage de la violence et la dureté, en disant, mais de toute façon, les Occidentaux, c'est mort, quoi, les gars qui crèvent. On s'en bat les couilles, putain, les écoutez même pas. C'est des connards, c'est tout. Là-dessus, il a été rejoint par un diplomate chinois dont j'ai oublié le nom, là, ou Wang Li, je sais plus. Qui est pareil, qui tient le même genre de discours pour dire non mais les gars, retourne dans ta cour de récré et défoule-toi parce que c'est pas à moi que tu vas faire la leçon. Voilà, c'est là qu'on en est. Donc le destin de Medvedev, ça va être un petit moment à passer aussi. Bah c'est parti pour l'hypersonique. Qu'avons-nous à dire sur l'hypersonique? Moi, je te fais juste un résumé des trucs rapidement, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais le terme euh, qui, euh, qui est frappant, c'est celui de frappe stratégique de décapitation. Donc c'est la frappe de décapitation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que... alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme données pour fonder mon propos? Parce que j'ai trouvé toutes ces données en lisant des trucs, mais les retrouver les trucs, c'est un peu long. Moi, j'essaie de faire un format rapide, en fait, parce que sinon, ça va durer 1 milliard de plombes. Là, quand il dit Andriy Martyanov, je suis mort de rire à chaque fois. Excusez-moi, mais c'est un génie, Martyanov. Putain, mais quel génie. Alors attends, retrouve-moi du Martyanov. Oh non, mais Martyanov, c'était juste pour dire que... Pardon.
C'était juste pour dire que ces analyses se sont avérées plus que putain de exactes. Nous sommes ici dans la plus importante question. Ça, c'est le Andrei de Sacker, le Sacker Andrei, dont le vrai nom est avoué par Martianov quelque part dans une vidéo, pour la première fois, je crois d'ailleurs. Ça commence là. Tu vois, là, c'était la conférence de défense le 21 décembre. Donc celle-là, c'est la partie où, je sais pas si tu vois, le moment, ça commence comme ça. Товарищ Верховный Главнокомандующий, руководящий наших вооруженных сил и органов государственной власти к расширению заседания коллегии готов. Начальник Генерального штаба генерал-майор. Товарищи офицеры, товарищи офицеры. Camarade officier. Et là, il se met dans un coin de la salle, pour son discours. Shoigu s'installe, etc. Il y a de la place, c'est grand. Et c'est parti. Chers camarades. Et là, c'est parti pour 1 heure. 1 heure. Donc 45 minutes, où c'est uniquement Shoigu qui parle. Et Shoigu te fait une liste, point à la ligne, point à la ligne, point à la ligne, de tout ce qui a été fait pendant l'année 2022. Et c'est une phénoménale liste que je vais te résumer ici, tu vois, c'est ta 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 ta, tu vois le genre, de tout ce qui a été réussi, accompli. En fait, je me suis arrêté à 42, 49, 10 minutes avant la fin, j'en pouvais plus. Mais c'est pour dire que c'était vraiment énorme. Ensuite, Poutine intervient pour prendre un recul anthropologique sur les événements et faire un discours global, sans entrer dans les détails, juste pour dire, premièrement, nous n'avons rien à nous reprocher. Deuxièmement, ils ont utilisé la terreur de façon éhontée. Troisièmement, à plus forte raison, on ne va pas pour autant militariser notre pays ou notre économie. C'était l'erreur qui était faite par l'URSS. Et en tout cas, encore moins avec la structure économique actuelle. Donc, sous-entendu, la prochaine, ce sera peut-être plus facile, mais ils vont pas commencer à s'embourber avec une structure économique qui est fondée sur des faux dollars et de la fausse monnaie. Ça, pour eux, c'est fini. Donc, de toute façon, ils vont sans hâte, avec constance et calmement, ils vont continuer tranquillement leur progression et les guerres, sans que les guerres ne nuisent à leur croissance économique. Ils n'ont aucun problème. Ils disent vraiment que de toute façon, l'Occident, ils ont rien du tout. Et eux, ils ont tout. Ils ont les ressources, ils ont les minerais, ils ont les amis, ils ont les motivations. Ils n'ont pas encore tout à fait toutes les technologies, mais c'est pas grave. La technologie, ça s'apprend, ça va venir vite. Et donc, il n'y a aucun souci à se faire pour lui. Ça va très bien. Donc voilà, ça c'était vraiment un très long discours de ça, qui n'est pas le même que la conférence de presse qu'on va voir après. Mais c'était pour dire que l'histoire de la décapitation, ce document-là, c'est une question de stratégie militaire. Et la question, alors, faut pas utiliser ce terme exact, mais c'est frappe de décapitation, le terme exact. Il s'est passé un truc. Je crois que j'ai raté mon thé. Hop. Au moment où j'ai dit il s'est passé un truc. Voilà, si tu fais une recherche à ce terme, tu vas trouver des choses. Ok, ok. Et il n'apparaît pas beaucoup avant ce terme, et non. On a un tag décapitation pour les gens qui décapitent des gens, mais ce genre de tag individualiste est condamné à disparaître, et on va... De même qu'il y a de nombreux tags comme architecture, qui est un tag pour l'architecture, quoi, pour des maisons, des bâtiments. Ce tag, il est condamné à disparaître, parce qu'il est remplacé par le tag architecture internationale, architecture de sécurité, etc. Donc la décapitation, c'est aussi un terme technique maintenant. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, l'hypersonique entre dans la dissuasion. C'est ça qu'il dit, lui, le monsieur ici. Il en parle le monsieur de Defensa. Il en parle dans l'article suivant aussi, Ésotérisme de l'Apocalypse, un article qui a mérité 3 points d'estime parce que, en gros, c'est pas de l'estime, hein, mais bon. En gros, il a introduit le terme d'ésotérisme parce qu'on est dans une situation où effectivement tout ce qui se passe nous dépasse. Et tout le monde est dépassé par ce qui se passe. C'est tellement énorme. Donc c'était vraiment un article fondateur, celui-là, je l'ai compris comme tel, et lui aussi, l'auteur l'a compris comme tel, ils s'en est servi ensuite. Les dangers de la frappe de décapitation du Pentagone. Et les Américains envisagent d'assassiner Vladimir Poutine, ça c'est l'article
qui contient celui-là. Qu'est-ce qui se passe? En l'espace d'une semaine, on a inversé le sens de la définition frappe de décapitation. Et dans cet article-là, hypersonique entre dans la dissuasion, il est question de dire que les armes nucléaires appartiennent à une autre époque et sont révolues en tant que système de menace ou de, comment dire, de dissuasion en fait. Parce que c'est une dissuasion contre une autre arme nucléaire. Donc si quelqu'un utilise une arme nucléaire contre quelqu'un d'autre, la réponse MAD, destruction mutuelle assurée, c'est d'envoyer la même chose dans l'autre sens, histoire de dire alors tu vois l'effet que ça fait. Bon voilà, c'est l'apprentissage lent et douloureux de la réciprocité, qui est un principe fondateur de la du nouveau système. C'est une chose qui a été oubliée et c'est une chose qui n'a pas été prise en compte par le néolibéralisme, mais dans l'optique chinoise socialiste avec le gagnant-gagnant, l'idée c'est celui de la réciprocité, c'est qu'on part du principe que les acteurs connaissent et appliquent le principe de réciprocité. On n'est pas entre gamins. On n'est pas en train de s'envoyer des coups dans la gueule et puis d'être surpris quand ça nous revient dessus, quoi. C'est ça le principal truc. Et l'arme nucléaire était le summum d'une société qui ignore le principe de réciprocité, ou même le principe de conséquence sur soi de ses propres actes, ou même le principe comment dire, de retour du bâton, hein. Et la technique guerrière avec des armes est une transcription ou une espèce de symbole, on va dire, de cette compréhension des choses. Et qui fait des choses, c'est quoi? C'est le système de relations internationales. Donc ça veut dire que le système de relations internationales se transcrit, c'est pas le mot que je cherche exact, mais en tout cas il s'applique de manière effective dans la réalité par le système d'armement. Et c'est ainsi que lorsque le système d'armement hypersonique est entré dans le jeu, ça a complètement changé, appuyé, fondé le changement de système de relations internationales. Pourquoi? Parce que simplement le système hypersonique dit que si quelqu'un veut envoyer une bombe nucléaire, entre le moment où il ouvre le clapet du bouton et le moment où il clique sur le bouton, on a le temps de le pulvériser dans la seconde qui suit. Il n'a pas le temps d'envoyer sa bombe parce que de toute façon, tous les centres de commandement, aussitôt qu'il y a un problème, sont directement explosés depuis une longue distance, sans aucun problème, instantanément. Et dans le futur, on pourra sûrement aller encore plus vite. Là, on va à Mach 15, ils vont à Mach 20, secrètement, ils vont à Mach 27. Et on pourra aller à Mach 50, Mach 100, etc. Et puis ensuite, on pourra faire un truc instantané, du style j'appuie sur le bouton, le mec il saute, depuis n'importe où dans le monde. De toute façon, c'est vers ça qu'on se dirige, et c'est comme ça que ça va marcher, c'est ça la beauté de la technologie. Et ça change complètement la donne, hein, forcément. Au départ, les Américains donc disaient l'hypersonique, mais on s'en fout, ça sert à rien, c'est un gadget. Tu vois, c'était mis gadget. Ah, c'est pas dans cet article-là que j'ai trouvé le mot gadget. Attends, peut-être qu'on va le retrouver. C'est un gadget. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres gadgets. Bon, c'est pas important, c'est pas grave. Tu pourras le trouver. Ah, voilà, qui a affirmé que les armes hypersoniques étaient des fantaisies. Qualifiait les armes hypersoniques de fantaisies et de gadgets. Donc, ah, voilà, cet article, il devrait être vraiment en amont de l'autre, hein, si tu veux faire bien les choses, mon ami. Comme c'est le 812, et lui, c'est le 200812, et lui, c'est le 200472. Ah, d'accord. Donc, en fait, lui, il est antécédent à lui. Et lui, il doit avoir une référence à lui, quand même. Ce serait sympa. Autant le dire. Et là, oui, oui, forcément, on tombe sur notre ami Alastair Crooke, inévitable. Le plus grand analyste, penseur de notre époque. Franchement, tu peux le mettre tout en haut. C'est le boss de chez boss de chez boss. Il a encore un petit peu... Il manque des trucs des fois. Hein. Bon, on va pas chipoter sur les détails. Mais
il a poussé l'art de l'analyse géostratégique et de système de relations internationales au rang de discipline de la philosophie. Carrément. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est surtout là en fait que j'ai vu cette information. Les situations militaires constituaient le second pilier de l'architecture de conformité aux modèles occidentaux. Mais même celle-ci, sans avoir disparu, est amoindrie. En effet, les missiles de croisière intelligents, les drones, les guerres électroniques et maintenant les missiles hypersoniques ont fait chavirer l'ancien paradigme. Il en va de même pour l'événement décisif qui constitue l'alliance de la Russie et de l'Iran en tant que multiplicateur de forces nucléaires. C'est fou comme une alliance peut multiplier les compétences. Un acteur de multiplicateur. Et donc, il y a quelques années encore, le Pentagone américain qualifiait les armes hypersoniques de fantasy, de gadgets. Ils y croyaient même pas. Waouh. Ça, pour avoir fait fausse route. Alors, ils ont fait fausse route sur ce point. Là, c'est là que tu rebondis sur Martianov, histoire de rigoler un coup, tu vois. Alors, où est-ce que je l'ai trouvé, Martianov? Ça va être pas simple. Donne-moi du Martianov. Bon, ok, je reviens là. On va le mettre là. J'aime bien quand il y a beaucoup de choses sur le bureau. C'est pour ça que j'ai fait un logiciel qui permet d'avoir beaucoup de choses sur le bureau. Donc oui, c'était dans le jeu des Patriotes. Non, c'est pas celui-là. Ok, la plus importante question. Attends, bouge pas. Hop, pardon. Ah oui, du coup, ça m'a fait sauter mon truc avec mon mauvaise manip. J'ai perdu toutes mes fenêtres. Mais c'est pas grave, c'est pour dire que on était déjà sur la bonne page. Je disais Martianov, donc, lui, il est tout à fait d'accord avec cette appréciation de Alasdair Crooke. Du coup, il faut que je retrouve sa page parce que elle était super importante. Je vais la noter. D'ailleurs, tu vois comment j'ai fait? J'ai pris Gadget, j'ai cherché juste avant, et je suis arrivé là-dessus. Et donc, on va le mettre dans un nouvel là, ici. Et celui-là, on va le noter dans notre petite... dans les références qu'on va mettre, là, tu vois pas ce que je fais, mais c'est bien, voilà. On le mettrait dans nos références. Alors, c'est pour dire, là, on a le discours de Vladimir Poutine qui prend un paquet de choses à dire. Ok. Et là arrive la remarque de Andrei de Sacker, la question la plus importante. On n'a toujours pas eu de traduction française, franchement, ils sont un peu relous, alors il a fallu que je fasse la mienne. Alors, on a une machine qui fait automatiquement les traductions depuis DeepL, donc pour nous, c'est un avantage. C'est un peu limité en quantité, mais on a quand même suffisamment de marge pour s'éclater. Cette guerre n'est pas, je répète, n'est pas une guerre contre l'Ukraine ou la Pologne. Oui, mais bon, au minimum, il s'agit d'une guerre pour l'avenir de l'Europe. Fondamentalement, c'est une guerre qui concerne la réorganisation complète de l'ordre international de la planète. Fondamentalement. Et là-dessus, alors, tu as les déclarations principales de Shoigu qui sont analysées, résumées par... lui, c'est un touriste, c'est pas la peine de s'attarder. Je m'excuse, hein. On a réussi à prendre de nouvelles mesures, nanana. Et où est-ce qu'il est, mon Martianov, alors? Parce que il était là. La question la plus importante, voilà, c'est une sous-itération de celui-là. Donc, tu peux fermer cet article ici. Donc, j'avais noté j'avais fait des petites remarques ici. Des fonctionnaires anonymes du Pentagone ont en fait menacé de mener une frappe de décapitation, c'est vrai. Donc déjà, là, tu as senti le vent tourner. Au départ, ils disaient que c'était un gadget, qu'ils n'en voulaient pas. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas l'arme hypersonique. Ils ont refusé les idées des scientifiques, parce que la façon de fonctionner des États-Unis, ce n'est pas de comprendre comment marchent les choses et de prévoir comment elles vont se produire dans le futur, de faire des prévisions, etc., ou des théories. C'est pas de faire des théories non plus. La façon de fonctionner, ce n'est pas non plus de savoir comment réagir quand il y a un problème inattendu. La façon de fonctionner des Américains, c'est de lire le manuel et de d'appliquer les codes sources, d'appliquer les instructions, voilà, de suivre les ordres. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ce qui fait que quand on parle technique, ils sont complètement dépassés. Et il faut le dire, comme le F-35 est un exemple plus que fulgurant de cette nullité intellectuelle absolument sidérante, telle que lorsqu'un scientifique qui réfléchit arrive en disant mais peut-être que ce serait bien de faire ça, il se fait juste péter la gueule, c'est tout. On lui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas dans le manuel, tu dégages. Et voilà la réalité, c'est que ça, hein. C'est d'une simplicité brutale, absurde, totale. Pourquoi? Parce que
Si tu veux que les gens soient motivés, qu'ils réfléchissent, qu'ils s'investissent, qu'ils s'impliquent dans les choses, il faut qu'ils aient une bonne raison de le faire. Il faut qu'ils comprennent que leur motivation est positive, que ça va avoir un effet positif sur le monde, qu'ils aient l'impression d'agir pour le bien, de We are the best. Euh, Dieu est avec les USA, ainsi de suite. Il faut qu'ils soient vraiment profondément motivés pour pouvoir être impliqués intellectuellement dans ce qu'ils font. Mais ils ne le sont pas. Et d'autant plus que de toute façon, la façon de procéder, c'est suivre les ordres, suivre les instructions, c'est tout. Donc quand des scientifiques ont compris comment obtenir des armes hypersoniques, enfin des avions hypersoniques simplement, l'hypersonisme en tant que théorie de la chose, bah, ils sont allés voir différentes personnes pour dire tiens j'ai un truc sympa, tu veux travailler dessus. Alors ils se sont fait jeter de partout jusqu'à ce que quelqu'un dise ouais tiens ça m'intéresse ton truc. Et c'est quelqu'un évidemment, bah, c'était plutôt les Russes. Et bon je te fais pas le résumé en entier mais voilà l'idée c'est que pour ce qui est de comprendre, de s'impliquer, d'avoir une motivation, d'être un véritable scientifique qui réfléchit aux choses et qui peut avoir un esprit dynamique, qui peut changer d'avis, qui peut chercher les limites de ce qu'il croit être la vérité pour trouver des nouvelles choses, qui a l'esprit ouvert. C'est en Russie que ça se passe. C'est pas aux États-Unis. Et donc, dans son article, c'était pour dire ça, hein, Andriy Martianov, qui est l'autre Andriy, reprend la suite du premier Andriy dans cet article, dans cette vidéo, où notamment, entre autres, alors je vous la conseille si vous voulez vraiment être mort de On the rire. internet, it's very easily found, and believe me, out. And so in this case, Ah ouais, est-ce qu'il fait ça? plan Voilà. the failure of Bon, en gros, à partir de là, in Ukraine, il te descend en flammes toute read my first book. la suprématie américaine. Alors, c'est parce qu'il prend son livre qu'il a écrit, Losing Military Supremacy, livre de Andriy Martianov. Et là, il en parle rapidement, il fait un résumé de ce qu'il y a. Et en gros, il descend en flammes en disant mais ce sont des connards d'incompétents de merde. Ils sont complètement débiles, etc., etc., etc. Non, j'exagère avec des gros mots, mais je pense que c'est beaucoup plus drôle quand c'est lui qui le dit. Parce que c'est basé, c'est fondé, c'est mesuré, c'est calculé, c'est constaté. It never was under Alors, les contingences, etc., le plan... Attends, qu'est-ce que je vais te faire comme citation? disaster. And so now Mr. Stephen Walt says that they never foresaw anything in Ukraine. Stephen Walsh. Of course they never foresaw anything in Ukraine. Because when Ils ne you connaissent look rien à at l'Ukraine, nanana. all the witches also includes all those think tanks, and you look Tous ces at think tanks. military, economic and political analysis in the United States. 99% of it is fraud. As I already stated in China, Parce que la question qui est posée, c'est que le mensonge qui est sans cesse prodigué et distribué aux gens à travers les médias, l'abrutissant mensonge, le truc manichéen qui... Et il parle aussi de Hollywood, la façon de penser de Hollywood, parce qu'ils se croient dans Hollywood, ce sont des acteurs de Hollywood, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et ils ont affaire en phase 2, en Russie, à des gens qui sont des vrais militaires, qui travaillent dans ce qui est opérationnel, fonctionnel, qui savent quelles sont les limites. C'était génial quand on voyait Shoigu faire sa démonstration, ici, là, par là, quelque part, peut-être. Bon, tant pis, on ne l'a plus. Shoigu, quand il faisait son... attends, je vais le retrouver quand même. Je te le remets. Parce qu'il s'en passe plein des choses. Ce qui se passe souvent, c'est que lui, il te dit, voilà les limites, voilà les trucs qu'on n'a pas réussi à faire, voilà ce qui reste à faire, on a fait de notre mieux, etc. Bon, de même, Poutine, quand il a vu que Merkel avait avoué son crime, il disait, sa réaction, c'était de dire, j'étais vraiment surpris, j'étais pas au courant, franchement, ça m'a troué le cul. J'ai beau être président d'un des plus gros pays du monde, d'avoir une responsabilité immense sur les épaules, et ben ça m'est passé à côté et j'ai échoué dans mon truc, quoi. Je me suis planté parce que franchement, ils nous ont niqué en force là-dessus. Donc il l'a avoué, il parle sincèrement, il dit la vérité. Et quand on est du côté de la vérité, on est aussi du côté de l'erreur. L'erreur, ça nous sert beaucoup. Donc Martianov aussi, il explique ça dans son truc. Et la question, c'est que le mensonge qui est prodigué à tout le monde,
pour faire croire qu'on est les meilleurs. C'est partie de la guerre hybride, c'est un peu l'effet Coé. Le but, c'est de dire, de toute façon, ils ont perdu d'avance par rapport à nous, c'est bon, on n'a même pas à s'en faire, on est les meilleurs. Et ben ça, c'est pas seulement ce qu'ils disent aux gens, c'est aussi ce qu'ils croient eux-mêmes. Et c'est là qu'on rentre dans une folie de type, comme il l'appelait, de défendre ça, Philippe Grasset, de type ésotérique, où les gens sont véritablement dépassés par ce qui se passe à chaque fois que quelque chose sort de leur cadre de croyance à propos de la réalité. Là, ça devient vraiment phénoménal. On arrive à une époque où on a des confrontations psychologiques extrêmement fulgurantes, impressionnantes. Et bon, voilà quoi. L'idée, c'est que... Attends, on va pas se perdre en route. Ah oui, parce qu'il en dit des choses. Le mot, c'est important de question. Ça va là. Avec son analyse, ça c'est OK. Ah oui, donc l'idée c'était que... Attends, je reviens donc à l'hypersonique, c'était pour dire ça. Voilà. Tout d'un coup, il s'est passé un truc. Alors, comme j'ai perdu mon machin, je le remets. Frappe de décapitation. Ok, merci. Les Américains envisagent d'assassiner Poutine. Tu m'étonnes, ils ont que ça à faire. De toute façon, c'est la seule solution pour eux. Ils seront beaucoup plus intelligents après. Ils seront les plus forts, forcément. Ça va réparer tous les problèmes. Tout ira beaucoup mieux, mais bien sûr. C'est logique. C'est vraiment la solution la plus logique. Le mec, il réfléchit à 25 là-dessus pendant 10 000 heures. Il faut juste trouver la solution pour rester les plus forts. On va tuer le monsieur. Dimitri Medvedev et Sergei Lavrov ont publiquement mis en garde des conséquences dans le cas d'une telle tentative, mais la vraie mise en garde est faite par des canaux diplomatiques au plus haut niveau. Une telle action serait considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux de la Russie. Et l'alinéa D de l'article 19 de la doctrine militaire de la Fédération de Russie prendra toute sa force. Ça veut dire que la réponse en cas d'attaque comme ça va être la décimation totale de toute la superficie des États-Unis qui va être convertie en flammes. Donc c'est clair, réfléchissez. Mais en fait, l'idée c'est que quoi? Ils envisagent de faire ça comment? Au moyen d'un système qu'ils appellent la décapitation, la frappe de décapitation. Et là, c'est super intéressant parce que ils récupèrent le terme de frappe de décapitation qui est destiné à supporter un système de relations internationales à lui tout seul, qui est destiné à invalider le principe même de l'utilisation des armes nucléaires. C'est donc quelque chose qui est finalement extrêmement positif, parce que plutôt que de brûler tout au passage, y compris les civils en passant, et y compris les animaux, les végétaux, la nature, et toute possibilité à la vie de réapparaître là où la bombe a explosé pendant au moins 600 millions d'années. Donc quitte à être un peu aussi grossier, la frappe de décapitation de style hypersonique a l'avantage d'envoyer des petites charges à n'importe quelle profondeur du sol, parce que ça peut pénétrer profondément à une vitesse quasiment instantanée. Enfin, il faut 3 minutes pour parcourir, traverser la mer. Et au moins de s'attaquer uniquement au centre de commandement, en faisant schlac, schlac, schlac. Ce qui nous rappelle, parce qu'on vient de là quand même, on était là à l'époque, ce que les Américains appelaient en Irak les frappes chirurgicales. Et ces frappes chirurgicales, c'était quoi l'idée? C'était d'envoyer des bombes au milieu de la population civile, grosso modo, quoi, avec des pertes collatérales, ils appelaient ça. Donc d'où le truc de Julian Assange, collateral murder. Finalement, il y avait beaucoup plus de dégâts collatéraux que... C'était pas si chirurgical que ça. Mais en gros, l'idée des Américains, c'était de faire croire qu'ils envoyaient des bombes très délicatement, avec beaucoup de soin, aux mauvaises personnes uniquement, et puis en essayant de pas trop éclabousser ceux qui sont à côté, sauf si vraiment ils ont pas de bol, les pauvres. C'était ça leur discours à propos de ce qu'ils faisaient, mais ce n'était pas du tout ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils faisaient, c'était grossier, barbare, absolument sidérant, et ils n'ont jamais été inquiétés par la justice pour les millions de personnes tuées en Irak.
Quand même, c'est un peu dommage, je trouve, personnellement. Bah, je sais pas ce que les gens en pensent, hein, mais bon. Euh, mais aujourd'hui, il est véritablement question de faire des frappes précises grâce à une technologie que eux n'ont pas. Et donc, ils se prévalent de la capacité à faire des frappes de décapitation. Et notamment dans le but de éclater Poutine. Alors c'est là que c'est drôle, parce que franchement, ils ont rien dans le caddie, et ils ont rien à vendre. Les seules choses qu'ils trouvent à dire comme menace, c'est de retourner contre la Russie des éléments de langage qui leur ont paru sympathiques à utiliser et à s'approprier. Donc il s'agit véritablement d'une... Quand les Américains, eux, parlent de frappe de décapitation, il s'agit véritablement d'une guerre hybride et d'une guerre de l'information. Le but étant on va dire, soudoyer, récupérer, vider de sa substance le terme de frappe de décapitation, faire en sorte que le public trouve détestable le principe de frappe de décapitation. En plus, ce mot-là, il est suffisamment violent déjà pour dire à lui seul déjà beaucoup de choses. Parce que la décapitation, attends, je te fais encore un autre aparté. C'était la mode de crime de Daesh, qui eux-mêmes étaient une émanation de la CIA, qui avait pour but de frapper les esprits, dans le but de créer la peur et la crainte, dans le but de créer des lois antiterroristes, dans le but de soumettre les gens encore plus. Et donc c'était tout un système. Donc la décapitation était utilisée par la CIA à travers Daesh, etc., pour pouvoir impressionner le petit peuple, qui est très impressionnable. Hein. Donc ils ont été très, très, très gourmands et très contents de pouvoir réutiliser ce terme de frappe de décapitation. Les dangers de la frappe de décapitation. C'est des super bons auteurs que je vous montre là. Hein. Il y a Drago Bosnik, Boris Genavitch Karpov, qui est vraiment percutant, j'adore. Et Philippe Rosenthal aussi est quelqu'un de très puissant dans sa façon de réfléchir à chaque fois. Quoique des fois, une fois, il y a eu un peu limite. Mais c'est dans les 92 articles qu'il doit y avoir de lui, c'est très bon. Donc les analystes se sont intéressés à cette question. Voilà, je voulais juste revenir sur ce point de frappe de décapitation. Méfiez-vous des mots parce qu'ils relèvent de beaucoup de choses et de beaucoup de tiraillements. Tout dépend de savoir qui le dit. Si c'est un tel ou un tel qui le dit, ce n'est pas de la même chose qu'on parle. Quand eux, ils parlent de ça, quand les Américains parlent de ça, ils veulent impressionner, ils veulent se pavaner, ils veulent faire de la... Comment ça s'appelle? Ouais, bon, c'est pour amuser la galerie, quoi. De l'esbrouf, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est de l'esbrouf chez les Américains. Mais par contre, les Russes, eux, ils se vantent pas trop de leur truc. Ils font... Voilà ce qu'ils envisagent, quoi. Hein, c'est un système. Et donc ça, c'est expliqué très bien dans cet article, le cœur de la révolution, c'est Poutine. Stopper le glissement vers le nihilisme. Tu comprends pourquoi, quand je te parle de Aleister Crowley, je t'explique que son analyse géopolitique tend vers la philosophie, parce que on a besoin d'avoir un soutien philosophique, quelque chose qui englobe, qui explique nos situations. Et avec cet article, il a fait un résumé fondamentalement intéressant. J'avais déjà parlé de cet article dans mon précédent bavardage en détail. Et donc voilà, ça c'était les trucs qui se passent en ce moment. Ok, d'accord, alors ça tu peux le virer. Nous avons... Alors voilà, on en revient à... Nous avons patienté et encore beaucoup patienté. Et ils se sont foutus de notre gueule. Tout ça, cet article est dans celui qui s'appelle Notre péché et notre honte. 29 articles. C'est le moment où Merkel a avoué son crime. Aujourd'hui, alors, juste après, tu as François Hollande qui est arrivé pour avouer son crime, qui on va sûrement trouver pas loin d'ici, quelque part dans le coin. Je vais voir un petit peu. Ok. Pardon, Hollande. Un titre, voilà, peut-être. Après Angela Merkel, l'aveu de François Hollande. Alors, t'as Angela Merkel qui avoue son truc, elle le dit, ça impressionne, puis les gens réfléchissent,
Et là, ils disent, mais quand même, c'est un petit peu abusé ce que tu dis là, t'as pas honte? Et là-dessus, t'as François Hollande qui arrive pour une deuxième salve en disant, ouais, mais tu comprends, nous on a raison, eux ils ont tort, et donc voilà, c'est nous les plus forts, etc. Ok. Là-dessus, t'as la réponse, pas que de la Russie, mais de tous les analystes en fait. Donc, réponse qu'on trouvera. Je m'y perds un peu dans tout ça maintenant. Réponse qu'on trouvera dans ce truc qu'il faut vraiment pas manquer. C'était le. Attends. Voilà. Bah, la réunion du ministre de la Défense du 21 décembre, celui où ils font la petite cérémonie au début. T'as une seconde de cérémonie, t'as 45 minutes de Shoigu qui fait point à la ligne sur tous ces trucs, et t'as la conclusion euh, de Vladimir qui est une conclusion d'ordre. Prenons du recul sur tout ça, et franchement, tu vois, je peux te la lire en entier, hein, c'est un truc avec du recul, parce que c'était assez court finalement. Non, pas si court que ça. En gros, la substance de son discours, c'est attends, mais ce sont vraiment des nazis. Ils se promènent dans la rue avec la Sazviska, je ne sais même pas le prononcer. Ils font exactement le pire de tout ce qu'on peut croire. Et la question, c'est euh, personne n'en parle. Voilà, ils se promènent avec des Vatiska en pleine rue et personne ne le note. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas reconnu ces troupes comme étant des. Ils n'ont pas reconnu ces troupes comme étant des terroristes. Et ils les ont jugés utiles pour combattre la Russie. Et alors devenu inévitable qu'il allait y avoir un clash avec l'Ukraine. Ils racontent tout l'historique en fait. Parce qu'au départ, avant même le coup d'État en 2014, il y avait des. C'est la volonté de diviser la nation. C'était le début de l'introduction du truc. Existe depuis des siècles de toute façon. Un autre analyse que j'ai vu récemment, alors je ne sais pas si je l'ai retrouvé, disait que là-dessus, les Russes sont vachement bien entraînés pour les guerres, alors que les Américains, eux, n'ont jamais subi d'agression de guerre. Et donc, ils n'ont aucun entraînement contre une invasion, quelque chose qui pourrait les dépasser. Et là-dessus, ils sont faibles. Là où les Russes sont extrêmement forts, parce qu'ils ont acquis dans l'histoire des succès de guerre. Ça, c'est vraiment la principale différence. Donc, il explique, Vladimir, ici, que. Ils ont lancé des bandes terroristes, tenté de diviser et démanteler notre pays. Ils ont voulu. Nous avons voulu les pouvoirs avec une faute, c'est pour ça que je me trompe, en énergie et en ressources, mais rien n'a marché. Alors, parce qu'à l'époque, ils ont voulu ça. Ils ont voulu, en fait, comment dire, les pourvoirs en énergie. Ok, d'accord. Ils ont voulu travailler avec l'Occident, c'est ça qu'il explique. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour être sympathiques, polis, faire des prix, etc. Rapprocher les continents, mais rien n'a marché. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune communication. On partage avec l'Ukraine une culture et un passé, et il faut reconnaître que les efforts de l'Ouest collectif ont été effectifs. Ils ont réussi à diviser véritablement deux peuples qui sont frères et qui ont une culture commune, c'est l'Ukraine et la Russie. Donc ça, il reconnaît son échec sur ce point. Et donc avant le coup d'État en 2014, tous les ministres, donc tu avais France, Pologne, Allemagne, sont arrivés à Kiev et ont posé leur signature comme garant du nouveau gouvernement de Kiev. Tout le monde ignore ces garanties, mais elles ont existé. Le discours était, les gars, mettez-vous autour d'une table pour résoudre vos problèmes politiquement. Là, il parle des accords de Minsk. Et tout le monde a parfaitement fait ça, de façon parfaitement régulière. Et dans ce cas, le nouveau gouvernement Ukraine aurait eu... dans ce cas, s'il y aurait eu des élections après le coup pour décider si on garde ce gouvernement ou pas, etc., ils auraient certainement perdu les élections, c'est évident. Mais non. Dès que le coup a eu lieu, en fait, il n'y a eu plus personne avec qui discuter. Les politiciens, les journalistes étaient tués en pleine rue. Et aucune enquête n'a été faite à chaque fois. Il est devenu clair qu'il n'y avait aucune chance pour les négociations. Ils ont utilisé la terreur de façon éhontée. Et ça, c'est pareil pour le Covid et c'est pareil pour tout. Éhonter la terreur. C'est que vraiment, on voit le câble, c'est cousu de fil blanc, mais cousu de câble blanc, j'aime bien dire. On voit l'arnaque. Mais ils n'ont aucune honte et aucune crainte de dire à quel point ils enculent tout le monde, quoi. C'est le terme exact. Et donc,
Le principal truc, c'est ça. C'est que ils n'ont rien à craindre, ils ont l'impression de se sentir surpuissants, d'avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, c'est ça, hein. Comme pour déclencher une guerre, il n'y a rien de tel que la vanité. Donc voilà. Ok, c'est principalement ça, le truc qui s'est passé. Et donc, ce que je voulais juste faire vite fait quand même, c'était un petit tour chez Medvedev, parce que là, tu prends juste Medvedev, tu fais là, et tu fais un listing de tout ce qui s'est passé. Ah, c'est phénoménal. Le point de départ intéressant, c'est que euh, j'avais noté ceci. Au moment où il a publié son tweet, j'avais pris ses tweets et je les ai notés là. Donc du coup, ça nous a fait un... Tiens, je te le mets là, hein, comme ça on sera tranquille. Tu as une traduction après. Pardon. C'est que... Ah bah oui, parce que j'ai oublié de te dire. Là, le truc important qui se passe ici, dans cette réunion des ministres, c'est que avant de commencer son discours de Shoigu, Vladimir explique de façon brève, concise en fait. Attends, je reviens sur Medvedev, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Le cheminement de Medvedev, donc il y a l'article qui s'appelle Le Destin, où voilà, Vlad, mon pote Vlad, liste la quantité d'éléments qui font une armée. Et parce que quand on dit on va renforcer l'armée, etc., lui il explique tout le détail de ce truc en gros. Mais alors, listing de quantité d'éléments, il fait tout ce qui doit être replacé, remplacé, rénové, l'allocation des moyens pour résoudre à toutes les demandes. Alors, une allocation des moyens, amélioration des armes existantes, dont le Sarma et les missiles hypersoniques, unique au monde, précise-t-il, parce qu'il y en a beaucoup de pays, la Chine, l'Iran, même, tranquille, hein, l'Iran qui ont des armes hypersoniques que les Américains n'ont pas, mais les missiles hypersoniques de la Russie, pour autant, ce ne sont pas les mêmes. Ils se sont gardés les bonnes. C'est comme le coup des S-300, S-400. Quand ils distribuent des S-300, ils vendent des S-300 à des pays qui ensuite se retrouvent sur le terrain ukrainien contre eux-mêmes, qui sont à peu près équivalents aux missiles Patriot, qui datent de la guerre d'Irak de 90. Donc c'est vraiment des dômes de fer, truc qui n'a jamais marché très bien. Mais donc c'est vraiment des anciens modèles, quoi. Et quand ils vendent des S-300, ils savent qu'ils peuvent se battre contre des armes que eux-mêmes vendent, évidemment. Donc ils gardent toujours une prééminence technologique sur les armes qu'ils vendent, c'est logique. Donc ils vendent aussi des S-400 à des personnes de confiance, en sachant qu'ils vont pas essayer de les retourner contre les Russes. Mais n'empêche qu'au cas où, ils ont encore des S-500 et S-550, qui sont des armes d'une puissance mais tellement phénoménale que tu peux rien faire contre ça. Et donc l'idée c'est que ils gardent toujours une marge de manœuvre, c'est normal. Utilisation de l'intelligence artificielle, sans compter les problèmes humains qu'il faut résoudre. Et tout ça, c'est un travail. Tout ce travail qui ensuite, alors là, est présenté rapidement, ensuite est détaillé par Shoigu. Tout ce travail sur les choses accomplies et les choses à faire. Parmi les choses à faire, il y a la restructuration de l'administration militaire. Il y a tous les systèmes d'éducation en amont et de traitement des anciens combattants en aval. La façon de pourvoir les armées de ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'énormément de choses. J'aime bien quand il fait une liste complète d'énormément de choses et qu'à la fin il finit, et ça c'est rien encore par rapport au reste. C'est tout ça, tout ce que je dis là, c'est pour dire que ces angoisses, ces soucis, ce travail va être délégué à Dimitri Medvedev. Donc, il est élu, il est devenu maintenant le ministre de la Défense et des Armées, etc. C'est lui qui va être responsable de ça et s'occuper de ça. De façon à déléguer, à délester, Vladimir, de cette charge qui est quand même assez dantesque dans son genre, de façon à ce qu'il puisse s'occuper des choses macrobiotiques, on va dire, macroscopiques, ça c'est mieux, ouais, macroscopiques. Il parle des choses réelles, de la compréhension générale de la situation, de la philosophie. Voilà, il reste à un stade vraiment de la raison. C'est lui le porte-parole de la raison, et de la justice et de la logique. Donc voilà, et il va se concentrer sur son travail. On va dire que, ouais, bon, c'est parce qu'il se fait vieux, il peut plus non plus tout faire.
Mais bon, lui, Medvedev, qui ici a 42 ans, quand même, c'est-à-dire qu'il était président de la Russie entre les deux doubles mandats de Vladimir. Donc Vladimir, il a fait 2 mandats. Comme il ne pouvait pas en faire un troisième, il a placé Medvedev pour un mandat. Il s'est fait élire tranquillement. Et dans ce cas-là, Vladimir était Premier ministre, donc au service de Medvedev. Et il a fait très bien son travail, de façon très disciplinée, en écoutant les ordres, en donnant des conseils, sans aucune vanité ou prétention. En toute humilité, il a fait son petit job, Vladimir, quand il était au service de Medvedev. Et ensuite, il est reparti pour 2 tours. Il a changé la constitution pour pouvoir se faire élire une troisième fois, mais peut-être que, comme le disent les gens, l'âge commence à se faire sentir. Et il est possible que ce soit donc Medvedev qui prenne la suite. C'est pourquoi il a un rôle prééminent, quasiment de vice-président en fait, mais dans le système des armées. Et à l'époque, il devait avoir moins de 30 ans quand il était président. Je sais pas, mais je me trompe peut-être, vous me direz, mais c'est extraordinaire. Et ce gars-là envoie une liste de tweets, donc, qu'on a vu là, clac, 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 où ça part en couille. Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a émis plusieurs hypothèses futuristes sur ce qui pourrait se passer dans le monde en 2023. Alors, je sais pas s'il a traduit tout, en fait, ce traducteur-là, finalement. Mieux vaut les prendre un par un, hein, on y a le droit. Tu fais ça comme ça. Tu vois, tu peux appuyer sur ce bouton et tu as la traduction de DeepL. Le soir du Nouvel An, tout le monde se lance dans les prédictions. Nombreux sont ceux qui émettent des hypothèses futuristes comme s'ils rivalisaient pour distinguer les plus folles, voire les plus absurdes. Voici notre humble contribution de ce qui pourrait arriver en 2023. Et là, c'est parti. Parce que la moitié des gens, un quart des gens, ont cru qu'il parlait sérieusement. Mais il faut suivre. Mais il parle sérieusement. C'est un gars qui est très sérieux, hein, il ne faut pas déconner avec lui. Mais quand même, là, il va pouvoir se lâcher sur ce qui est possible, qui puisse arriver. Le prix du pétrole atteindra $150 le baril et le prix du gaz dépassera les $5000 le 1000 mètres cubes. Comment on dit? L'hectomètre cube. Le Royaume-Uni va réintégrer l'Europe qui, elle, va s'effondrer après le retour du Royaume-Uni. L'euro ne sera plus la monnaie de l'Europe. Franchement, c'est très drôle et c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est exactement ce qui peut se passer. La Pologne et la Hongrie occuperont des régions occidentales de l'ancienne Ukraine. Le 4e Reich sera créé. On en parle souvent parce que beaucoup de gens appellent le 4e Reich ce qui se passe actuellement. Tu fais une recherche sur le 4e Reich et tu as des mecs, partout tu en trouveras, qui parlent de ça, à un moment ou à un autre. C'est pas un truc qu'il a inventé. Sera créé englobant le territoire de l'Allemagne et ses satellites, c'est-à-dire la Pologne. Donc il tire un coup à boulet rouge sur la Pologne aussi, les États baltes, parce que c'est vraiment été des enfoirés dans cette affaire d'Ukraine. Il n'y a aucun doute. République tchèque, Slovaquie, République de Kiev et autres parias. Alors du coup, il appelle ça la République de Kiev, c'est plus l'Ukraine. C'est intéressant, il a déjà donné son nom au nouveau pays en train d'être tailladé en pièces. Et les autres parias. Donc tous les clochards de la Terre vont s'unir en un 4e Reich. Ça va être facile à régler. La guerre éclatera entre la France et le 4e Reich. Ça, ce serait marrant quand même, parce que moi, je pensais plutôt qu'on serait un État paria. Mais bon, c'est vrai que maintenant qu'on aura un cron comme président, on sera un État paria. Il faut juste attendre que le cron s'en aille et puis on sera tranquille. L'Europe sera divisée, la Pologne répartie au cours du processus, la Pologne répartie, elle va être divisée aussi, au cas de vent. L'Irlande du Nord se sépare du Royaume-Uni et rejoint la République d'Irlande. Il te fait toutes les news en fait pour l'année à venir. La guerre civile éclatera aux États-Unis. Là, ça c'est vraiment prévisible depuis longtemps. Tu mets rien que le terme guerre civile, tu fais une recherche là-dessus, ça tombe que sur les États-Unis. La Californie, le Texas devenant des États indépendants. Donc il suit bien l'actu quand même, il sait ce qui se passe. Le Texas et le Mexique formeront un État allié. Ça serait bien quand même. Elon Musk gagnera les élections présidentielles. Pourquoi pas? Mais oui. Autant y aller à fond. Dans un certain nombre d'États qui, à la fin de la nouvelle guerre civile,
auront été donnés au GOP. Je ne sais pas ce que c'est le GOP. Euh, Toutes les grandes places boursières et l'activité financière quitteront les États-Unis et l'Europe pour se déplacer en Asie. Ça, tu vois, c'est pas de la blague, hein. C'est pas facile à croire, pas facile à concevoir, inconcevable, il faut le dire. Il te dit des choses qui sont inconcevables, mais qui sont en cours de route, en cours de fabrication. Plein d'événements peuvent intervenir pour empêcher ces finalités d'apparaître. Évidemment, ou pour les retarder, ou pour les amoindrir d'une manière ou d'une autre. Mais la direction prise par les événements actuels est exactement ce qu'il dit là, là, là et là. C'est pourquoi on voit ici avec ce tweet blagueur et moqueur, railleur, et comment c'est quoi le mot impudent et espiègle. Voilà, il est espiègle. On voit avec ça qu'il a une vision très précise et très correcte des directions qui sont prises par les événements. Et ça fait de lui un futur président qui va dépoter grave. Il installe sa présidence, je pense. Mais c'est pas le but du truc. Hein. Il n'écrit pas ça en disant ouais, je suis en train d'installer ma présidence. Non, non, il montre qui il est. Il montre ce qu'il pense. Il montre ce qu'il a à dire. C'est sa nature dans toutes les questions. C'est pas un rôle ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment juste génial. C'est tout. Donc, toutes les grandes places boursières vont se déplacer en Asie parce qu'ils ont ruiné, comme je te l'ai dit au tout début, si tu as suivi l'histoire, ils ont ruiné l'ancien système. Le système de gestion monétaire des Bretton Woods s'effondrera, et on le sait, entraînant le crash du FMI. Alors, juste du FMI et de la Banque mondiale, et juste de la Banque mondiale, l'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaie de réserve mondiale. De toute façon, plus personne n'en veut, et leurs bons du trésor, ils peuvent se les reprendre dans la gueule, et personne n'en veut non plus. Les monnaies fiduciaires numériques seront activement utilisées à la place. Et bah, joyeuses fêtes, hein. Bonne année à tous, amis anglo-saxons, et à leurs joyeux porcelets qui se suintent. Tu sais, moi, quand j'ai lu ça, en fait, j'ai lu sérieusement, sérieusement, sérieusement. Je me suis dit, oui, il a raison, c'est vrai. Puis, quand il a parlé des porcelets qui suintent, j'ai compris la hauteur de la blague. Et c'est vraiment magnifique. Et le truc, en fait, c'est que, en souhaitant bonne année, alors, on finira avec ça après. Tiens, vas-y, il faut que je te revienne sur le truc. Excuse-moi. Donc, pour les prévisions de Medvedev, t'as lui qui fait un article, ok. Une remarquable synthèse, la tentation d'abandonner. Ouais, d'accord, on s'en fout. Bon, ouais, je vais sauter directement à la conclusion. Hein. C'est juste que Medvedev, il s'est fait voir partout. Alors, voilà, quand tu fais une recherche sur Medvedev, tu peux trouver plein de trucs sur les discours et les remarques qui sont faites. Overseas de militaire industrie. Eric Zoïs, lui aussi, il faut le lire énormément. Voilà, candidature de Medvedev à la succession de Poutine, évidemment suscitée par Poutine lui-même. Donc on parle de choses sérieuses. Ouais, je pensais pas finir sur ça, mais c'est une bonne idée. Allons-y, hein, parce qu'on arrive à notre heure maximale autorisée, avant de devenir beaucoup trop insupportable. L'idée, c'est que... Reviens ici, toi. Je crois que c'est lui qui parle de ça à la fin. Voilà, c'est ça. Bon, autant qu'on prenne à partir du paragraphe précédent. Poutine et son gouvernement comprennent que la guerre actuelle avec l'Occident ne va pas seulement se dérouler sur les champs de l'Ukraine, mais il s'agit également d'une bataille politique et économique, et sur les autres champs aussi, parce que on a vu avec Sergei Shoigu que en fait, il domine les mers entières. Toutes les mers du monde, tous les océans du monde sont complètement dominés. En tout cas, au moins sur l'hémisphère nord et un peu le reste. Mais leur armement militaire est étendu au monde entier. Donc ils s'attendent vraiment à un truc global. Donc il n'y a pas que le champ de bataille politique et économique ou de l'Ukraine, il y a tous les champs de bataille du monde en même temps qui vont leur tomber sur la gueule. Mais à cette fin, la Russie
Nous d'importantes relations avec la Chine, l'Inde, des anciennes colonies impériales d'Europe, dont celle de la France, qui est record du monde, comme il l'expliquait lui-même un petit peu au-dessus. Record du monde du nombre de colonies africaines, qui sont tous en train de se retourner contre la France, parce qu'ils sont maltraités, traités comme de la merde, hein, il faut le dire. Donc évidemment, ils ont toutes les richesses pour eux, et ils sont traités comme de la merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, tu l'as trouvée? Ça y est? Ok, bah c'est bon alors. À cette fin, la Russie noue d'importantes relations avec la Chine. L'Inde et les relations coloniales impériales. Les dirigeants politiques de Washington n'ont pas une telle compréhension. Ils s'imaginent toujours qu'ils peuvent intimider et menacer les pays les plus faibles pour qu'ils se plient à leurs exigences. Ce sont vraiment des tortionnaires de base. Joe Biden a tenté cette manœuvre avec l'Arabie Saoudite et ses riches tchaïks du pétrole lui ont dit concrètement d'aller se faire voir. Et bien sûr. Alors que je souhaite à tous ceux qui lisent ces lignes une nouvelle année et tous ceux qui écoutent ces mots que je vous retranscris, une nouvelle année heureuse et prospère. Je crains que 2023 ne soit une période de ténèbres et de souffrance pour l'Occident. L'Europe est déjà ravagée par l'inflation et la contraction des économies. Si la double peine de l'inflation et de la déflation économique frappe les États-Unis, la crise sera exponentiellement pire que la débâcle de 2008, qu'on n'a presque pas senti. Nous sommes confrontés à la malédiction chinoise apocryphe. Dommage que ce soit apocryphe parce que c'était une belle phrase. Puissiez-vous vivre des temps intéressants. Je prie pour que nous survivions. On survivra, mais j'adore l'expression. Puissiez-vous vivre des temps intéressants. Parce que, s'il se passe rien, on s'ennuie. Et qu'est-ce que tu veux qui arrive, qui puisse nous enrichir, nous améliorer, nous permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance, de nous obliger à nous instruire, d'aller chercher dans l'histoire les événements qui se sont produits, les choses qui ont été dites, les solutions qui ont été trouvées et abandonnées, tous les mensonges qui ont été faits. Pourquoi est-ce qu'on va faire tout ce travail? La question, c'est là. Eh ben, la réponse, c'est pour amoindrir les souffrances des gens et nous enrichir, grandir et faire que ce soit intéressant, faire que la vie soit intéressante. Voilà, merci beaucoup. Bonne année à tous. À bientôt.